Bonjour à tous. Vincent Berlioz, Bimenco et Patrick Hamin, Dany Alu. Yes. Oh, ça va aller. Ok. Donc on est ici pour vous présenter le projet BIM de la société Dany Alu ainsi que la plateforme Bimenco, une démarche collaborative et gérée en toute autonomie par le fabricant Dany Alu. Donc deux acteurs Bimenco qui vient du groupe Trace comme Dany Alu qui sont très portés sur l'informatique, la technologie et évidemment pour un sujet qui manque pas, cliquant le BIM qui nous concerne tous aujourd'hui. Patrick, je te laisse certainement présenter Dany Alu. Bonjour tout le monde, vous m'entendez bien? Oui, je pense. Patrick Hamin, responsable des projets type BIM par exemple chez Dany Alu. Donc Dany Alu, nous sommes une société leader dans la conception, réalisation, fabrication de systèmes en aluminium pour tout ce qui est à l'extérieur du bâtiment. Nous avons un stand dans le hall 5 à côté. Garde-corps principalement, couvertines, solins profilés, d'autres produits, mais grosso modo c'est ce type de produit. Fondé il y a assez longtemps, oui, en 78, dans la région lyonnaise. Chiffre d'affaires est indiqué ici, on est environ 120 personnes. On a une filiale à Paris, à Soisy, et en Allemagne également. Voilà pour la présentation de la société. Côté Bimenco, on a une plateforme collaborative et ouverte de contenu BIM, donc qui fait des objets ainsi que de la data d'industriels, c'est du contenu générique. On est issu du groupe Trace, donc la société Trace Parts qui est le leader sur le contenu 3D à destination de l'industrie, ainsi que Trace Software qui fait des calculs électriques, solaires et photovoltaïques. Donc la société Bimenco a été lancée en 2015 et la plateforme publique lancée au grand public en avril 2016 lors du BIM World. Donc on a déjà une équipe de 25 personnes et plus de 25 années de développement. Donc on va passer au BIM. On souhaitait avec Patrick vraiment être plus intense sur la définition de la donnée plutôt que sur la partie 3D, sur les objets. Il y a énormément d'industriels qui font défaut vraiment de cette partie structuration de la donnée et qui concentrent leur compréhension du BIM et la mise à disposition d'objets plus géométriques que data. Donc on souhaitait insister sur cette partie échanger de la donnée structurée à destination évidemment de vos clients et utilisateurs. Donc un objet BIM, pour rappel, on n'est vraiment pas sur de la CAO, c'est la représentation du produit de l'industriel avec différents niveaux de détail géométrique, ainsi que toutes les données qui vont représenter le produit. Donc on va parler de description, désignation du produit, ainsi que toutes ces données performantielles. Côté Bimenco, donc on est une société française, évidemment, on a axé les 4 piliers de la plateforme sur ce qu'on appelle l'OPMS, qui est l'Open Properties Management System, qui est notre propre dictionnaire de propriété. Donc un dictionnaire de propriété qui va être mappé avec tous les différents logiciels métiers, tous les logiciels de conception, ainsi que tous les standards. Propriété telle dimensionnelle va être mappé avec l'IFC, va être mappé avec COBie en Angleterre, ainsi que tous les standards à venir, donc on peut parler de PPBIM, etc. On sépare la donnée de la géométrie, c'est-à-dire que l'utilisateur est capable de télécharger uniquement la data s'il n'est pas intéressé par la géométrie de l'industriel. Donc données, géométrie ou les deux, sous forme d'objet BIM. De la conception à l'exploitation, on pousse vraiment les fabricants à fournir de la data jusqu'à la maintenance au facility management et non pas se concentrer uniquement sur la conception du bâti. Avec une vraie approche collaborative, on essaye d'intégrer les clients, les utilisateurs dans tout le process de modélisation du contenu à destination des architectes, ingénieurs, etc. Donc, on insiste encore à nouveau, contrairement à la CAO, Patrick est très bien placé pour le dire, il a travaillé longtemps sur AutoCAD, on n'est vraiment pas que sur de la 3D. Le plus important dans le BIM pour un industriel comme pour les utilisateurs, c'est vraiment d'être capable de structurer sa donnée et de l'échanger à ses différents partenaires. Donc, je peux prendre la parole pour ça. La problématique de notre société Dany Alu, nous sommes fabricants, concepteurs et fabricants de produits en aluminium pour le bâtiment. Donc, nous ne sommes pas du tout, bien sûr, architectes. Donc, la problématique BIM est vue de l'autre côté de la barrière, j'allais dire, par rapport à l'architecte, par exemple. On avait une nécessité de démarrer une démarche BIM rapidement pour répondre aux attentes du marché anglais en particulier, parce que nous avons une filiale en Angleterre, justement. Comme vous le savez peut-être, le BIM, on pousse au BIM pas mal dans le monde, et en particulier en Angleterre, où ils sont un petit peu encore en avance sur la France. Donc c'est ce qui nous a, nous, particulièrement Dany Alu, poussé à aller vers sa démarche BIM, puisqu'on avait des clients, des offres de marché à faire qui incluaient une offre BIM, qu'on n'avait pas à l'époque.
Donc, on a, nous, Danialu, déjà dans notre service informatique et avec nos dessinateurs, une expertise AutoCAD très ancienne et poussée en interne, mais pas du tout de connaissance du logiciel Revit d'Autodesk qui permet justement de produire ces objets BIM. Une volonté d'être autonome, ça c'est une certitude aussi, parce qu'étant fabricant, on n'a pas suffisamment de temps à accorder en général au BIM. C'est une petite partie du BIM que nous on gère finalement. Hein. Donc il faut absolument qu'on soit autonome pour ne pas perdre trop de temps à aller chercher des infos. Dès qu'il y a une modification de nos objets, il y en a forcément, et de nouveaux produits naturellement, il faut que nous on puisse être autonome et qu'on puisse les publier directement sans dépendre de personne. C'était un point très important pour nous, ça en fait. Hein. Et pour ce qui concerne la connaissance de Revit et des technologies du BIM, on a décidé de faire de l'auto-formation, mais par contre, on en parlera un petit peu après, plus en détail, en s'appuyant sur des ressources qui sont les forums Autodesk, en particulier bien sûr francophone, hein, le forum Revit et BIM, qui est une entraide, comme son l'indique, entre utilisateurs de ces logiciels, les connaisseurs du BIM, mais aussi, c'est peut-être un peu moins connu, j'en profite pour le dire ici, parce que je suis également animateur de la communauté francophone Autodesk, qui permet d'être en contact avec des experts élites dans le domaine de Revit et du BIM. Donc si vous avez des questions sur l'utilisation du logiciel Revit, en particulier pour le BIM, allez sur ce forum, très facile à trouver sur Google, n'est-ce pas, il suffit de le taper, et puis des experts pourront vous répondre. C'est là-dessus que Danialu s'est appuyé en particulier pour s'auto-former et se faire aussi former par ses experts. Merci Patrick. Tu peux peut-être aussi expliquer en quoi est-ce qu'on a été amené à travailler ensemble par rapport à tout à fait, oui, tout à fait. Quand on a commencé cette démarche BIM, il fallait bien sûr produire ces objets et puis surtout naturellement les proposer sur des plateformes, bien sûr. Alors ce qui vient à l'idée, c'est de proposer ces objets en tant que fabricant sur son propre site. Ce qu'on fait et qu'on est en train de faire, parce qu'on est en train de revoir notre site, bon ça sera fait naturellement, mais évidemment il faut profiter de la notoriété des plateformes spécialisées comme BIM & Co pour proposer ces objets. Donc on a fait une recherche rapide tout simplement sur Internet, hein, et on est tombé assez rapidement sur le site de BIM & Co, que je connaissais un petit peu d'ailleurs, puisque c'est une société qui est issue, comme c'est indiqué ici, de Trespass, qui est extrêmement connue, avec qui j'avais déjà des contacts auparavant. Donc nous avons décidé assez rapidement d'utiliser BIM & Co parce que leur site était très simple d'accès, très facile, on pouvait être autonome sans avoir besoin. L'aspect gratuit est certainement joué, puisqu'on peut très bien utiliser toutes les fonctionnalités de base de ce site gratuitement, donc tout ça a joué. Hein. Effectivement, le site BIM & Co, on respecte le standard COBie, c'était important pour nous effectivement vis-à-vis de l'Angleterre. Une inscription, je l'ai dit, gratuite et un upload des fichiers gratuits, ça c'est très facile à faire. Une équipe interne pour vérifier les fichiers si besoin et un pôle d'experts. Alors ça, on s'en est rendu compte très rapidement parce qu'on a eu quelques petits soucis au début et l'équipe technique, la hotline de BIM & Co nous a résolu ça très rapidement. Ce qui nous a évidemment incité à continuer avec eux, bien sûr. Hein. Pour la production des objets BIM les plus complexes. Voilà. Alors on a dû naturellement, nous qui ne connaissions rien du tout à Revit, acheter une licence Revit. On s'est dit, est-ce qu'il faut une licence pleine, comme on dit, une version LT, une version light? On ne savait pas trop. Sur le forum que je vous ai montré tout à l'heure, des experts nous ont conseillé. Ils nous ont dit, une version LT pourrait suffire pour ce que vous faites. Vous êtes juste fabricant, vous n'êtes pas architecte, donc a priori ça suffirait. Et ça s'est avéré être le cas d'ailleurs. Hein. Donc une version LT chez Autodesk, c'est pas très cher. Hein. C'est un abonnement, hein. Vous savez que c'est par abonnement chez Autodesk. Hein. Donc grosso modo, le prix est indiqué ici, 72 € par mois. Afin d'assurer la conversion des fichiers techniques de Danialu, alors il y a deux choses. Il y a soit on dessine, on crée des objets dans Revit, en fait, hein, et puis on fait enregistrer tout, on fait des familles ou des projets, ça c'est une méthode habituelle, on va dire. Soit on peut faire comme nous, on récupère nos objets 3D qui ont déjà été conçus dans une autre plateforme, en l'occurrence il s'agissait de SolidWorks, ça pourrait être n'importe quoi, Inventor ou autre, peu importe en fait, hein, puisque Inventor par exemple peut ouvrir directement des fichiers SolidWorks, entre parenthèses. Hein. Donc on est en train de faire ça, on est en train, avec Inventor d'Autodesk, d'ouvrir des fichiers SolidWorks directement, il suffit de faire fichier ouvrir, hein, de les nettoyer, de les préparer et de les envoyer en format BIM dans Revit. On les contrôle, c'est pour ça qu'on a besoin de logiciels Revit, on les contrôle naturellement avant de les publier. Hein. Donc voilà la procédure qu'on a mise en place chez Danialu, presque en étant presque autonome finalement, en ayant eu quand même une assistance importante naturellement, comme je disais, des experts sur le forum, bien sûr. On voulait expliquer également les quelques conseils importants déjà pour un industriel avant de se mettre au BIM. Il y a énormément de données qui ne sont pas prises en compte par les industriels, principalement le client et vos utilisateurs. Donc ce qui a été fait par Danialu et par Patrick déjà,
en partant des données de conception qu'ils avaient sur AutoCAD et pour les convertir en Revit, là où nous on a un rôle également, c'est de venir pousser le fabricant à prendre en compte le point de vue utilisateur, le point de vue client, pour comprendre quel est le besoin, comment l'objet va évoluer dans le projet, comment la donnée va évoluer. Donc on voulait présenter quelques questions qu'il est important de se poser lorsqu'on est un industriel qui souhaite se mettre au BIM déjà. C'est quels sont vos clients, qui est-ce qui va prescrire vos data, quels sont les pays que vous visez, puisque les standards, par exemple en Allemagne on va avoir la VDI, en Angleterre on l'a dit, Patrick souhaitait avoir du contenu COBie sur ces objets, pour quel public, et vraiment définir un set de propriétés, donc on va appeler LOI, Level of Information, et une géométrie qui va évoluer au fil du temps. C'est des données qui sont extrêmement importantes à prendre en compte. Patrick a un profil plutôt technique. Dans certains industriels, c'est plutôt le marketing qui va prendre en compte la modélisation et la création du contenu. Il ne faut pas oublier et vraiment essayer de trouver cette balance entre besoins techniques pour répondre à vos clients et besoins marketing pour valoriser vos produits et avoir un vrai avantage concurrentiel. Une question qui a été également soulevée par Patrick, c'est qu'ils ont une compétence en interne sur AutoCAD. On a des compétences en Revit. C'est est-ce que, en tant qu'industriel, j'ai les moyens d'assurer la modélisation et de répondre à mon besoin user en interne, ou est-ce que je vais devoir externaliser? Donc Patrick s'est positionné un petit peu entre les deux, a fait les objets simples en interne avant d'externaliser la partie plus spécifique. Voilà, c'est ça. Effectivement, nous sommes également concepteurs de garde-corps hein, pour toiture inaccessible et aussi pour balcon. Donc en particulier nos garde-corps de balcon sont des objets finalement assez complexes quand on pense à la façon de les faire, au calpinage, aux normes également en question. On a fait sous-traiter notre garde-corps à une société anglaise d'ailleurs qui produit des objets BIM parce qu'on était nous en interne pas capables tout simplement, et on n'avait pas le temps en plus, pas capable de faire ça. Donc notre produit très complexe on l'a fait sous-traiter et tout le reste eh bien, on l'a fait en interne. Donc, pour continuer sur ces conseils, oui. s'il y a des utilisateurs qui sont ici présents, j'imagine que vous validerez ces informations-là. Il y a un point qui est extrêmement important, c'est maîtriser le poids des modèles, le niveau de détail qui répond, on essaye de plus en plus aux besoins, mais qui par le passé était très peu pertinent pour le besoin utilisateur. Typiquement, sur des garde-corps, il y a des questions qui peuvent se poser. Est-ce que je réalise une famille ou un système? Oui, je peux citer un exemple là-dessus. Sur nos garde-corps, nos concepteurs qui travaillent de logiciels de modélisation 3D donnent un niveau de détail extrême, j'allais dire, puisqu'ils modélisent l'objet réel en fait. Hein. Et bien, naturellement, ça va jusqu'à la vis, aux fixations, etc., bien sûr, hein, au rainurage, etc., même à la position du logo d'Anialu, si vous voulez. Évidemment, une chose qui est totalement inutile et très encombrante quand on crée des objets BIM, bien sûr. Hein. Donc, quand on récupère cette géométrie de notre département conception, on la nettoie, comme on dit, hein, on l'allège. On la nettoie et on l'allège. Et ça, on a commencé à le faire dans Inventor plutôt. Parce qu'Inventor d'Autodesk donc, a des possibilités de nettoyer justement des objets et avec son ruban, de les publier en objet Revit directement. Ça, donc, c'est très intéressant. Ça permet d'améliorer fortement le processus qui était pour nous avant, de passer de SolidWorks à AutoCAD, de, entre guillemets, hein, bidouiller dans AutoCAD et d'envoyer dans Revit, ce qui était vraiment pas très efficace. Maintenant, on passe pour Inventor, ce qui est beaucoup mieux en fait. Hein. Donc évidemment, pas d'objets lourds pour les objets BIM. Hein. Vous virez tout ce qui est logo en 3D, gravure, choses comme ça. Tout ce qui est la visserie, hein, ça n'intéresse pas l'architecte. À l'échelle du 100e ou du 50e, la petite vis, bien sûr, ça n'a absolument aucun intérêt. Donc tout ça, vous y enlevez. Et vous purgez vos objets avec des fichiers, naturellement, voilà. Hein, vous produisez quelque chose le plus léger possible, mais en fonction quand même du load, hein, du niveau de détail requis par les gens qui vont utiliser vos objets, bien sûr. Hein. Je me permets de finir là-dessus. Faire tester et valider le contenu par vos clients, c'est aussi extrêmement important avant de diffuser au grand public les données et vos catalogues produits. L'idée, c'est d'avoir vraiment un feedback client-utilisateur avant de pouvoir communiquer là-dessus pour être sûr que vous répondez à leurs attentes. Okay. Donc là, on a une slide qui vous montre le processus qu'on a utilisé. Alors, pas tout à fait au début, mais qui est le processus qu'on utilise maintenant, en tout cas, hein, où on a un fabricant, donc sans connaissance particulière du BIM ni de Revit, c'est Danialu, mais vous devinez bien que ça peut être beaucoup de sociétés en France, naturellement. On a un dialogue avec l'assistance des experts sur les forums Autodesk. C'est quand même un point assez fondamental au début. Je peux compléter en disant qu'on s'est fait faire téléformer pendant quelques heures par un expert, ce qui évitait que lui se déplace, il était de Nantes, il nous a téléformé, ce qui était extrêmement profitable pour nous. Hein. Ensuite, on travaille, nous, pour l'instant, dans SolidWorks chez Danialu, on crée nos objets là-dedans, notre conception est faite là-dedans. Ici, on ouvre ça, j'allais dire on ouvre tout simplement, parce que l'Inventor ouvre directement du SolidWorks, on ouvre dans l'Inventor, on fait justement le nettoyage, le paramétrage, l'allègement hein, des fichiers, en fait, la simplification, et on exporte directement dans Revit, enfin en format Revit plutôt, plus exactement. Hein. Parce que théoriquement, vous n'êtes pas obligé d'avoir Revit pour le faire, mais enfin évidemment, si vous exportez en format Revit, vous voulez contrôler le résultat, c'est évident. Hein. Donc il est indispensable d'avoir Revit pour cette raison-là, uniquement.
Test de fonctionnement, il y a justement dans le logiciel Revit, alors on peut aussi citer le fait que quand on importe dans Inventor, on importe déjà, dans notre cas, hein, dans notre logiciel, mais sinon si vous travaillez dans Inventor, il n'y a pas cette phase naturellement, où on peut éventuellement perdre un peu de paramétrique. Dans ce cas-là, il y a des plugins qui existent, Feature Recognizer, ça s'appelle, qui est téléchargeable sur l'App Store Autodesk, qui permet d'ajouter du paramétrique dans quelque chose qui ne serait pas au début. Hein, ça c'est essentiel pour le BIM. Hein. Si vous avez des objets qui sont de dimension variable, hein, ça peut profiler simplement, vous allez vouloir naturellement que l'architecte puisse en déterminer la longueur, bien sûr. Donc ça, vous ajoutez ces features, ces propriétés ici, vous exportez en Revit. Hein. Et puis, vous contrôlez naturellement dans Revit ce qui se passe. Si le résultat est bon, ensuite, bien sûr, vous publiez sur la plateforme BIM & Co. Petit mot à dire sur les formats Revit. Il y a plusieurs formats Revit. Hein. Chaque Revit, on est en 2018 maintenant, la version 2018, a son propre format. Il y avait une 2017, il y avait une 2016, etc. Et dans Revit, il faut signaler que c'est pas tout à fait compatible. Vous ne pouvez pas faire un enregistré sous 2016, que vous le feriez dans AutoCAD, par exemple. Hein. Donc, il faut bien penser à ça. C'est pas un problème, en fait, puisqu'en fait, quand vous êtes abonné à Revit, vous êtes abonné forcément aux 3 dernières versions du logiciel. Donc, avec 3 versions, vous couvrez quand même pas mal de besoins. Hein. J'ai pas plus tard qu'hier un client qui m'a demandé nos objets au format 2016, on les avait pas, c'est pas grave, demain j'y retourne et je vais les faire en 2016. C'est pas un problème. Hein. Vous voyez, voilà. Tu fais bien de le préciser. Ouais. Donc ici, vous avez compris qu'on est vraiment dans une démarche à un process où le fabricant a déjà des outils qui souhaitent vraiment s'adapter. On peut toujours évidemment anticiper et modéliser en format natif afin de passer directement sur du Revit. Mais c'est important en effet de préciser cette démarche. Côté diffusion d'objets, à partir du moment où Patrick Adanialu a pu réaliser son contenu en format Revit, validé, on a sur BIM & Co un process qui est extrêmement simple et intuitif pour venir mettre à disposition les objets sans être en contact avec BIM & Co. On a développé différentes étapes de publication avec ce qu'on appelle un BIM Score, c'est-à-dire un outil en ligne qui va suivre au fur et à mesure de vos étapes de publication le pourcentage qui va vous donner un BIM score, en gros pour dire, ok, est-ce que vous répondez à l'IFC, est-ce que vous répondez à COBie, est-ce que votre produit est suffisamment bien renseigné pour être exploité par vos clients. On a un algorithme qui va vraiment calculer, qui va vous donner un pourcentage de qualité, entre guillemets, de votre objet BIM. On pousse également, comme on le disait tout à l'heure, les fabricants à envoyer de l'information et des documents qui vont être exploités pour la conception, la construction, ainsi que l'exploitation du bâti, comme vous le voyez ici. Voilà, tout à fait. Je peux ajouter un petit mot là-dessus pour cette étape-là. On a par exemple, on diffusait avant de faire du BIM des coupes, simplement des coupes AutoCAD, 2D donc. Hein. On le fait toujours naturellement, parce que les architectes, ça les intéresse aussi d'avoir des coupes, bien sûr, directement. Hein, et ces coupes-là, ben, on les attache comme documents connexes tout simplement à nos projets BIM en fait. Hein. Donc l'architecte peut très bien d'ailleurs, s'il a besoin que de la coupe, à l'arrière, télécharger que la coupe. Ça c'est tout à fait possible. Hein. Et puis des documents annexes, c'est naturellement aussi des descriptifs techniques, bien sûr. Hein. Si on propose nos objets, on joint la notice technique, enfin, le descriptif technique plutôt, et puis différents documents PDF qui peuvent aider à comprendre la structure de nos produits. On en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, où pour les fabricants, il est important de comprendre que le BIM, c'est pas uniquement fournir de la 3D, fournir un objet à vos clients, c'est vraiment réussir à fournir de l'information structurée tout au long du cycle de vie du projet et pas uniquement de la data ou un fichier 3D. Donc, au niveau de la plus-value pour les utilisateurs, évidemment, c'est réussir à trouver facilement le catalogue de l'industriel, que ce soit sur les plateformes web, soit sur Google, qui est évidemment le moteur de recherche le plus utilisé pour récupérer un objet BIM, soit directement depuis le plugin BIM & Co et depuis le projet. On présente ici, on a un GIF qui présente le versionning des objets. Typiquement, si vous avez déjà téléchargé un objet d'Adanialu, que dans 6 mois, Patrick vient faire une mise à jour de telle dimension, de telle puissance, de tel matériau, etc., vous allez recevoir une notification dans votre projet qui va vous informer de telle ou telle modification afin de savoir si oui ou non vous souhaitez garder la première version. Si vous avez déjà lancé le chantier, si vous avez déjà passé commande par exemple, vous pouvez évidemment garder votre objet, ou décider de le mettre à jour selon la dernière mise à jour de l'industriel. On présente également un Smart Download qui intéresse beaucoup les utilisateurs afin de pouvoir sélectionner ce qui les intéresse dans l'objet du fabricant. Si on prend un garde-corps ou peu importe le type de produit, on va de manière générale avoir une vingtaine, une cinquantaine parfois d'attributs pour caractériser le produit avec différentes variantes. Si on prend une fenêtre, on peut avoir un nombre quasi infini de dimensions et de variantes. Le Smart Download depuis le plugin permet de sélectionner les informations qui vous intéressent dans l'objet, qu'on soit ingé, architecte, on n'a pas forcément le même besoin en termes de data sur un même produit. Donc l'idée ici, c'est de pouvoir sélectionner, alléger le produit et ne pas s'ennuyer avec des informations qui ne vous intéressent pas dans votre projet.
Vous verrez qu'on a également un onglet Insérer data qui vous permet de ne pas télécharger la 3D fournie par le fabricant, mais uniquement d'intégrer de la donnée sur un générique existant dans votre projet. Donc vous gardez la géométrie initiale que vous aviez dans votre projet et vous venez uniquement spécifier et dire c'est tel fabricant et voici ses attributs, voici ses informations. Pour le fabricant, je peux peut-être te laisser prendre la parole. Voilà, Patrick, tout à fait. Pour le fabricant, fabricant, le bénéfice d'entrer dans les démarches BIM, c'est que, j'allais dire, c'est quasiment devenu une obligation légale, on va dire, hein, puisque la démarche est européenne et mondiale maintenant. Donc, j'allais dire, les fabricants vont nécessairement y passer, bien sûr, et heureusement. Et puis, donc, il y a ça, il y a une obligation, si vous voulez. Il y a aussi un aspect de faire connaître nos produits, évidemment, parce que si on est sur les plateformes BIM très connues comme celle de BIM & Co, naturellement, on est référencé, la preuve, par Google, bien sûr, entre autres, hein, enfin principalement par Google, et donc les gens trouvent nos produits. C'est évident, pour le fabricant, l'intérêt ici est évident. Donc on fait connaître nos produits de cette façon-là, on les diffuse, voilà. Et puis on les propose naturellement aux prescripteurs, aux architectes principalement, naturellement. C'est quand même le but original pour qu'ils les téléchargent, bien sûr. Donc là, on voit par exemple une copie d'écran de notre présence sur le site BIM & Co. Vos objets BIM, vous les uploadez, comme on dit en français, et puis vous les cassez généralement par des catalogues ou des catégories au minimum, hein, on va appeler ça des catalogues, et c'est ce qu'on a fait ici, puisqu'on on a des choses qui relèvent plutôt des solins, du garde-corps, la toiture inaccessible, voire des appareils qui soutiennent de l'équipement de toiture, différentes choses. Donc ça, on le classe, c'est nos catalogues en fait qu'on présente. Hein. Donc là, on voit bien, c'est comme si on diffusait un catalogue papier finalement, hein, à part que c'est informatique, et puis qu'en plus, les objets peuvent être téléchargés en 3D et avec toutes leurs informations. Hein. Donc nos catalogues sont présents sur notre site à l'évidence, bien sûr, sur papier encore pour l'instant, mais également sur la plateforme BIM. Voilà. Donc on est présent un peu partout, ce qui est quand même un avantage pour le fabricant, bien sûr. L'idée est évidemment de structurer le catalogue et d'accompagner l'utilisateur dans sa recherche de produits. Donc vous avez évidemment le moyen de classifier vos informations, mais pour l'utilisateur aussi la possibilité de rechercher par propriété, par caractéristique de produits, par niveau de détail, par niveau d'information, etc. Pour aller plus loin, pour un industriel et également pour les utilisateurs, lorsque vous téléchargez des datas, évidemment, le fabricant a la possibilité de savoir qui téléchargeait quoi et de prendre contact avec l'utilisateur si celui-ci l'a accepté lors de son inscription sur BIM & Co, qui recevra alors une notification sur la plateforme afin de savoir si oui ou non il souhaite rentrer en relation avec l'industriel afin d'aller plus loin sur du chiffrage, du métré, etc. Éventuellement obtenir un objet sur mesure. L'idée pour l'industriel est d'avoir un vrai outil de business intelligence, être connecté à ses clients, à ses utilisateurs, découvrir ses meilleurs prescripteurs, et ici de pouvoir vraiment collaborer et rentrer en connexion avec vos clients. Voilà, c'est une partie évidemment très importante pour un fabricant comme nous, hein, où notre service prescription est évidemment très intéressé par ces outils-là. En plus des techniques habituelles qu'ils utilisent, ils utilisent maintenant ces techniques-là avec tous ces rapports statistiques et ces moyens de rentrer, comme il vient d'être dit, en contact directement avec les prescripteurs en fait. Hein. Donc un outil de monitoring évidemment qui vous sert également en tant qu'industriel à analyser pourquoi est-ce que ce produit est plus vendu qu'un autre alors qu'il a 10 fois plus de téléchargements que tel ou tel produit par exemple. Merci à tous. Si vous avez des questions, on est évidemment disponible à la sortie de la présentation ou sur le stand BIM & Co et au stand R123. Danielu, Hall 5. J'ai pas le numéro en tête. 6. Allez, 6. Bien, le stand juste à côté. Merci à tous pour votre attention et plaisir.